Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 5 fondamentaux à prendre en compte lorsqu'on souhaite rénover et optimiser un bien. Je suis Julie Dalomo, architecte d'intérieur. Vous êtes bien sur Archi Rentable, la chaîne qui dispense conseils et solutions d'optimisation pour investisseurs avisés. Donc dans ce format court de vidéo, je vous propose de balayer ensemble 5 des critères les plus essentiels à prendre en compte lorsqu'on souhaite faire un projet de rénovation. On va voir ensemble des critères qui vont du plus général au plus particulier pour que vous-même vous puissiez constituer une première ébauche, une première analyse de projet sur un investissement potentiel et que vous puissiez déterminer surtout une ligne conductrice qui va vraiment driver ce projet de rénovation. Alors ces 5 critères, quels sont-ils? Dans un premier temps, on va voir ensemble l'environnement. On va venir analyser le contexte dans lequel va s'implanter le projet. Le deuxième point à voir ensemble, ça va être l'habitant. On va venir s'adapter aux besoins spécifiques de ceux qui vont vraiment habiter les lieux. Le troisième point essentiel, ça va être d'analyser les surfaces. On va venir donner le bon nombre de mètres carrés à la bonne fonction et déterminer ainsi la bonne surface. Le quatrième point essentiel à prendre en compte tout au long du projet, ça va être la lumière pour venir mettre en valeur votre rénovation. Et le cinquième et dernier point, on va voir ensemble la couleur, l'ambiance, le style, ce qui va venir donner une atmosphère au lieu et c'est ce qui va faire qu'on va tomber sous le charme au premier coup d'œil. Alors munissez-vous d'un papier et d'un crayon puisque je vais certainement vous donner beaucoup d'informations d'un coup. Sinon, je vous invite à enregistrer cette vidéo dans vos favoris pour la revoir quand vous le souhaitez. Premier point, l'environnement. Pour comprendre le contexte dans lequel va s'implanter le projet, on va devoir analyser tout ce qui est autour du bâti. On va venir analyser la ville, le quartier. Est-ce que c'est un quartier plutôt dynamique ou calme? Est-ce qu'on investit dans une maison de plein pied ou dans un immeuble? Si vous êtes au rez-de-chaussée ou au dernier étage, ce critère aura une incidence sur le coût de votre devis. J'entends par là tout ce qui va être évacuation, protection des parties communes, tout ça forcément aura un coût qui sera répercuté par votre entreprise sur votre devis. On va venir aussi analyser l'orientation, l'exposition solaire. Est-ce que le bien bénéficie suffisamment de lumière naturelle à travers les ouvertures existantes ou est-ce qu'il va falloir en créer? On va venir vérifier l'état des huisseries. Est-ce qu'elles sont suffisamment isolantes ou pas? Est-ce qu'il va falloir les changer? La priorité étant bien sûr de faire une rénovation performante. On va venir lutter contre la déperdition de chaleur et en même temps augmenter la sensation de confort d'été. Idem pour le bruit. Si c'est un facteur assez présent dans le quartier, il sera peut-être préférable de venir changer les huisseries pour des modèles beaucoup plus isolants, de façon à augmenter la sensation de confort à l'intérieur du bien. On va regarder également si le bien est classé. Si vous êtes en ville, le bien peut potentiellement être soumis à l'approbation des architectes des bâtiments de France. Vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi sur une façade et vous allez forcément vous heurter à des démarches administratives supplémentaires. Donc c'est un critère très important à prendre en compte avant de vous lancer potentiellement même dans l'achat d'un bien. On va venir également regarder les services que propose le bien. Si on est dans un immeuble, est-ce qu'on a un ascenseur, est-ce qu'on a un parking, est-ce qu'on a une cave? Outre le fait que ça amène de la valeur au bien, ça peut aussi être très intéressant pour les entreprises. Et ça peut venir faire baisser la facture d'un devis. Bien sûr, on va regarder la structure du bâtiment. Où sont les murs porteurs? Où sont les cloisons qu'on peut faire tomber sans souci? Où sont les arrivées d'eau? Les évacuations? Où est le compteur électrique? Est-ce que celui-ci est en bon état? Tous ces critères vont vraiment nous permettre d'établir un contexte dans lequel on va venir inscrire le projet et ça va déjà délimiter un premier cadre à respecter. Le deuxième point important, et celui vraiment sur lequel je vais insister tout au long de cette vidéo, il faut absolument que vous gardiez à l'esprit ce critère-là, c'est très très important, il s'agit de l'habitant. Qui va vivre ici? Qu'est-ce que vous allez être en mesure de pouvoir leur offrir pour répondre à leurs attentes? Déjà, par rapport à votre stratégie, il est important de se demander si vous voulez faire de la location courte durée ou longue durée. On ne va pas apporter les mêmes services sur un logement type Airbnb où tout sera fourni que sur un logement longue durée où on va peut-être laisser une capacité d'adaptation et de personnalisation à son locataire. Est-ce que vous souhaitez mettre un bien à disposition pour une personne célibataire, un couple de jeunes actifs, une famille? Quelle est à peu près la tranche d'âge que vous ciblez? Quelles sont les activités que ces personnes pratiquent? Quel va être le rythme de vie de ces personnes? Est-ce qu'elles sont en télétravail ou non? Quels seront également les besoins essentiels de ces personnes? C'est vraiment une question fondamentale à se poser. Comment on va se projeter dans leur quotidien? Idéalement, on va aussi se préoccuper de la taille des occupants.
Pourquoi? Pour tout simplement que ce qu'on va venir créer comme environnement soit à la bonne échelle. Malheureusement, il est souvent difficile de connaître la taille de ses futurs locataires, mais dans un projet de rénovation plus personnel, c'est vraiment un critère très très important à prendre en compte. Toutes ces questions qu'on va se poser sur l'habitant, elles vont nous servir à établir une liste de fonctions. Par fonction, j'entends plutôt des verbes d'action. On a des fonctions essentielles, manger, dormir, se laver, et on a des fonctions plus personnelles, du type jouer d'un instrument de musique, jardiner, lire, se détendre, bref, tout ce qui touche plus aux activités personnelles d'une personne. C'est là que j'en arrive à mon troisième point, qui est vraiment le critère de la surface. On va venir hiérarchiser nos priorités à travers la liste de fonctions établie et on va venir attribuer des mètres carrés à chaque fonction. On va également avoir des quotas de surface minimale maximale dans lesquels il va falloir s'inscrire. Par exemple, pour un toilette, vous comptez à peu près 1,5 m². Pour une salle de bain, 3 à 4 m² sont amplement suffisants. Au-delà, on a des salles de bain beaucoup trop grandes et ça constitue une perte de mètres carrés, une perte de valeur. A contrario, pour une chambre, la loi impose une surface minimale de 9 m² pour pouvoir mettre à disposition un bien sur le marché. 9 m², ça peut parfois sembler petit pour certains d'entre nous, mais voilà, c'est la norme établie en France, c'est la surface sur laquelle on considère que la chambre va être confortable. Après, attention, ne vous laissez pas prendre au piège de vouloir faire des espaces trop grands. Il est évident que plus l'espace est petit, plus il va être difficile à aménager parce qu'il va falloir être ingénieux, astucieux, optimiser chaque centimètre carré. Là, on est plus de l'ordre du centimètre carré. Mais à contrario, un espace trop grand, trop vaste, ça devient compliqué à meubler, ça devient compliqué à investir et le corps peut vite se sentir perdu dans l'espace. Il ne faut surtout pas perdre de vue qu'un espace est construit pour un corps et non l'inverse. Le corps doit se mouvoir dans l'espace avec facilité. Les déplacements doivent être fluides. L'interaction avec les objets, avec les volumes, doit être vraiment souple, fluide. Donc c'est vraiment important, voilà. On conçoit des espaces pour des êtres humains et pas l'inverse. Lorsque vous agencez vos espaces, faites aussi également attention au rapport d'échelle. Une hauteur sous plafond inférieure à 2,50 m, on a vite la sensation d'être écrasé. 2,50 m, on est vraiment là sur une norme, un standard en France. Quand vous réfléchissez aux surfaces, c'est également le moment de se poser la question des rangements. Il faut être en mesure d'anticiper et de doser la surface de rangement dont on va avoir besoin. Je pense notamment à la cuisine, on n'a jamais assez de place dans une cuisine, mais également dans la chambre, également s'il y a besoin d'un espace bibliothèque. Attention aussi, où est-ce que vous allez ranger un aspirateur, où est-ce que vous allez ranger un étendoir à linge. Voilà, tout ça doit être aussi pensé bien en amont pour que chaque objet trouve sa place sans qu'il y ait un débordement visuel dans l'espace. Le quatrième point, et pas des moindres, puisque c'est vraiment, j'insiste, un critère fondamental en rénovation, c'est la lumière. Il faut absolument travailler votre lumière dans vos projets. La lumière, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Vous pouvez avoir le plus beau des projets en amont. Si vous foirez la lumière, vous ne mettez pas en valeur votre bien, c'est raté. Donc je vous invite fortement à réfléchir à la lumière en amont de votre projet. C'est pour ça que d'ailleurs que dans l'analyse de l'environnement, vous avez bien pensé à regarder l'exposition. Généralement, on va venir plutôt placer les pièces de nuit au nord, là où la lumière est la plus douce, la plus froide, la plus apaisante, et on va garder les pièces de jour au sud, là où la lumière sera beaucoup plus généreuse en journée et beaucoup plus chaleureuse. Si vous le pouvez, privilégiez la lumière naturelle. Vraiment, il n'y a pas mieux que la lumière naturelle. On le sait pour jouer sur le moral. Donc vraiment, maximiser les ouvertures quand c'est possible. Jouer sur la transparence. On voit beaucoup de systèmes de verrières, de claustras pour essayer d'amener la lumière le plus loin possible dans les espaces. Mais également, penser à travailler l'éclairage artificiel. Quand vous allez remettre un plan électrique à votre électricien, il faut absolument que vous ayez déjà anticipé les sorties de câbles et où est-ce que vous allez positionner les points lumineux. Je ne peux que vous recommander sur ce point-là. La lumière est un domaine très technique. Ici, là, on fait juste que survoler le sujet. Je ne peux que vous recommander de vous faire accompagner par un vrai professionnel. Dans mes gros projets, systématiquement, je fais appel à un concepteur lumière pour qu'il puisse me faire une analyse de la lumière naturelle, me dire si elle est suffisante ou pas, et puis pour les points de lumière artificielle, quelle source, quelle puissance, quelle température de couleur on va mettre pour ce projet-là. C'est très très important. Ne serait-ce que de choisir une bonne ampoule, c'est déjà très compliqué. Donc vraiment, je vous invite sur ce point-là
à peut-être vous renseigner sur le sujet et à vous faire accompagner le plus possible sur le point de la lumière. Enfin, on ne le dira jamais assez, mais c'est comme pour tout, vraiment privilégier la qualité. Quitte à investir un peu plus cher sur des ampoules LED dernière technologie, sur ce qu'on appelle du blanc dynamique peut-être, pour venir faire de la variation. Vraiment, je vous encourage vraiment à ne pas négliger ce point de la lumière. Et enfin, cinquième et dernier point, on va parler de l'ambiance générale, à travers la couleur, les styles, le mobilier. Il faut que lorsque votre locataire met la première fois les pieds dans votre appartement, il y ait un véritable coup de cœur. Comment faire? On va venir créer une ambiance. Donc la facilité voudrait qu'on peigne tout en blanc, qu'on achète notre mobilier chez une marque suédoise très connue, et puis voilà, qu'on laisse le locataire s'installer dans cet environnement très aseptisé, très blanc. Non, le locataire ne va pas du tout se sentir bien dans un environnement trop propre. Ça peut être un parti pris de garder une atmosphère très épurée, très blanche, très zen, mais il faut quand même venir contrebalancer avec d'autres éléments pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait un twist. Alors on n'a pas toujours la sensibilité ou l'intuition pour harmoniser les couleurs ou les ambiances ensemble. Ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être au gré de vos lectures de magazines déco ou de vos balades sur Pinterest de créer des mood boards. Il y a peut-être un style qui va se dégager de ce que vous aimez, une époque, une tendance, une couleur. L'idée, c'est de venir sélectionner trois images d'inspiration fortes. Vous allez ensuite trouver le point commun entre ces images et ça va être un petit peu votre fil conducteur. De ces images, vous allez venir en dégager une palette de couleurs. Avec votre harmonie de couleurs, vous allez essayer d'identifier une couleur accent, c'est-à-dire une couleur peut-être complémentaire, peut-être opposée, qui va venir twister et apporter du contraste dans votre intérieur. Elle va venir créer de la perspective et de la profondeur quand on va regarder sur une vue d'ensemble l'espace. Et une fois que vous avez cette palette, vous la gardez bien en tête. Vous la mettez dans votre téléphone et chaque fois que vous faites des magasins de déco, vous vous référez à cette palette de couleurs, à ces trois photos d'inspiration. Le piège, c'est qu'on ait le coup de cœur sur une pièce, qu'on l'achète et puis qu'on vienne la poser dans l'espace et on se rend compte qu'elle ne va pas du tout avec le reste. Donc vraiment, je vous invite, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la création d'ambiance, à appliquer cette méthode, à sélectionner des choses qui rentrent dans le cadre de votre palette de couleurs ou d'ambiance. Et comme ça, vous verrez, les choses vont se faire beaucoup plus facilement. Et puis au fil du temps, vous allez avoir plus de facilité à créer des ambiances. J'aurais aussi envie de vous dire de vous référer à la symbolique des couleurs. C'est un thème hyper intéressant que de comprendre comment la couleur influence parfois les comportements et influence le moral. Il y a des couleurs très apaisantes, d'autres beaucoup plus énergisantes. Par exemple, dans une chambre, je vais vous déconseiller de mettre du rouge qui va avoir tendance à énergiser, mais plutôt privilégier des couleurs douces, du bleu, du mauve, du violet, des couleurs pastel qui vont venir calmer et créer une ambiance propice au sommeil. A contrario, j'aurais aussi envie de vous dire, osez la couleur. Lâchez-vous, faites-vous plaisir sur les ambiances. Il y a des teintes en ce moment très fortes comme le terracotta, le vert olive, le bleu nuit qui sont très tendances et si on les harmonise bien avec le mobilier, si on a une belle lumière pour les mettre en valeur, forcément ces couleurs vont amener du cachet à votre intérieur. Le petit tips en plus que je vous donnerai pour la couleur, notamment pour le choix de couleurs de vos peintures, c'est de toujours faire des tests à la lumière naturelle, selon les finitions des peintures, selon les pigmentations. La lumière naturelle ne va pas faire réagir la couleur de la même manière. C'est pour ça qu'on préconise toujours de faire des tests de couleurs, soit sur du format A4 qu'on vient venir dispatcher sur les murs, soit carrément on vient peindre 1 m² de mur avec la couleur qu'on a choisie, et puis on voit comment la couleur elle évolue au fil de la journée. Alors oui, ça demande parfois de caser une demi-journée dans le planning des travaux pour faire ce choix de couleur, mais c'est essentiel. Si vous vous ratez également sur la teinte de la couleur, le projet peut vraiment rendre complètement différent de ce que vous aviez imaginé. Donc prenez ce temps vraiment pour bien choisir vos couleurs, vos harmonies en amont, et vous verrez que le projet suivra son cours très simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui traitait donc des 5 fondamentaux qui pour moi sont essentiels à la valorisation d'un projet. Je vous invite à mettre un pouce en l'air pour manifester votre soutien, également à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Vous pouvez peut-être laisser en commentaire des idées de thèmes que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous êtes à ça de devenir un investisseur avisé.